Dans cette deuxième vidéo, nous allons remonter le temps pour mieux comprendre le contexte dans lequel a été rédigée la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Qui était Olympe de Gouges? Quelles idées circulaient à la fin du XVIIIe siècle? Et surtout, pourquoi cette déclaration était-elle si audacieuse, voire subversive, en 1791? Pour le lire, nous allons explorer à la fois le contexte historique de la Révolution française et le parcours hors du commun de celle qui fut l'une des premières grandes voix du féminisme français. La parenthèse révolutionnaire 1789-1795. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, la Révolution française n'a pas d'abord constitué un recul de la condition féminine par rapport à ce qu'aurait été la femme libérée des dernières années de l'Ancien Régime. Au contraire, avant qu'elle ne soit brutalement exclue de l'espace public en 1795, les femmes ont obtenu de droits civils importants entre août 1789 et septembre 1792. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en proclamant l'égalité des droits, pouvait ouvrir la voie à une reconnaissance juridique, sociale, économique et politique. Si sur les premiers points, lois et décrets accordèrent bien aux femmes un statut juridique, des droits civils égaux à ceux des hommes, la libérant de son statut de mineure, en revanche, jamais les droits politiques ne lui furent accordés. Il est vrai qu'une minorité de femmes les réclamait. Depuis août 1790, un mari ne pouvait plus faire enfermer sa femme et devait passer par nos de famille pour régler le conflit familial. En avril 1791 était instituée l'égalité successorale. La législative introduisit le mariage républicain, reconnaissant la légitimité du mariage civil considéré comme simple contrat que les deux parties pouvaient donc dénoncer et rompre. La loi proclama ensuite l'égalité des deux époux et ôta le divorce par consentement mutuel 20 septembre 1792. Il faudra attendre 1793 pour voir instaurer le partage égal entre héritiers et l'année suivante pour que soient accordés des droits égaux aux enfants illégitimes. Il faut ajouter que les religieuses étaient déliées de leurs vœux perpétuels. La Révolution s'est donc traduite par d'autres avancées pour les femmes dans la reconnaissance de leurs droits civils ou de leur personnalité juridique. En revanche, sur le plan politique, leurs tentatives furent vaines pour devenir des citoyennes actives reconnues de plein droit. Le Code Napoléon représentera un recul considérable et pour des siècles. La participation à la Révolution, les femmes furent peu représentées dans les cahiers de doléances. Elles ne pouvaient les signer, sauf exception, et leur tentative d'en rédiger des spécifiques n'a que très rarement abouti. Elles ont, cependant, participé très tôt aux différentes émeutes révolutionnaires. Elles étaient représentées le 14 juillet 1789, même si une seule d'elles, Marie Charpentier, se trouve inscrite sur la liste des 843 vainqueurs de la Bastille. Mais le moment qui marque leur véritable entrée sur la scène révolutionnaire est leur marche sur Versailles les 5 et 6 octobre suivants. C'est Louise Renée Audu, une fruitière des Halles, qui, en compagnie de 5 autres femmes, après avoir pris les appartements du roi, aurait obtenu qu'il signe les décrets sur la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les femmes ne quitteront pas la scène révolutionnaire pendant des années et réclameront, pour certaines, de devenir d'authentiques citoyennes actives. Le 6 mars 1792, Pauline Léon présente devant l'Assemblée législative une pétition signée de 319 femmes demandant la création d'une garde nationale féminine. Dans les assemblées, privées de tribunes mais pas de tribunes, les femmes ne peuvent élire leurs représentants ou leurs représentantes et encore moins siéger elles-mêmes à l'Assemblée, ce qui explique la formule célèbre d'Olympe. De Gouges, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Cependant, cela n'exclut pas leur présence dans les tribunes réservées au public où elles peuvent jouer un rôle important faisant pression sur les débats, parfois avec virulence. Elles fréquentent ainsi les tribunes de l'Assemblée, mais aussi de la Commune et du tribunal révolutionnaire où elles gagneront plus tard le surnom péjoratif de tricoteuses. Il s'agit pour elles de mettre en pratique le droit de contrôle des élus. Les femmes se sont aussi emparées du droit de pétitionner institué par la Constituantelle 29 juillet 1789, que ce soit individuellement ou par le biais des sociétés fraternelles. Les 48 sections parisiennes offraient aussi aux femmes une tribune réservée. Elles n'y jouissaient ni du droit de voter, ni de celui de délibérer, mais dans les moments de crise comme à l'été 1793, elles n'hésitaient pas à quitter leur tribune pour prendre part aux affrontements verbaux ou physiques. Elles étaient aussi présentes dans les clubs masculins, même si elles n'y jouissaient pas des mêmes droits que les hommes. Elles s'assistaient, néanmoins, et parfois de façon active, aux séances de jacobins ou des cordeliers. Les sociétés fraternelles permettent une action mieux partagée. La société fraternelle des patriotes des deux sexes défenseurs.
de la Constitution est d'abord créée à l'initiative de l'instituteur d'Ansart, bientôt suivi par d'autres sociétés fraternelles, mixtes elles aussi. Ce furent souvent les lieux où les militantes firent leurs premiers pas comme Louise Keraglio, la première femme journaliste Pauline Léon ou Claire Lacombe qui devait s'illustrer plus tard. On dénombre au moins 56 clubs féminins de 1789 à 1793, initiés par Etta Palmdaelder, une Hollandaise très engagée pour les droits des femmes. La création des clubs féminins débute à Paris avec la Société patriotique et de bienfaisance des Amis de la Vérité, pendant la Fédération des Amis de la Vérité, le cercle social de l'abbé Fauchet. On y défendait l'idée d'une éducation féminine obligatoire. Ce club, fréquenté par Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt, ne connut qu'un succès mitigé. En revanche, d'autres clubs, bien que limités, jouèrent un certain rôle. On peut citer surtout la Société révolutionnaire créée officiellement le 10 mai 1793 pour défendre, au besoin par les armes, la République contre les ennemis de l'intérieur et qui s'illustra aux côtés des montagnards contre les Girondins. Cependant, on ne peut que constater, à la lumière de la fin tragique d'Olympe, de Gouges, mais aussi du sort terrible d'une Théroigne de Méricourt, que les femmes n'offraient pas un front uni et que leur mouvement reflétait les divisions politiques de la Révolution. Le coup d'arrêt. La nouvelle constitution votée le 23 juin 1793 instaure un suffrage universel masculin. Peu de temps après, le rapport d'Amaro, comité de sûreté générale, parvient à une conclusion sans appel. Les femmes doivent-elles exercer des droits politiques et s'immiscer dans les affaires du gouvernement? L'opinion universelle, cette idée. Les femmes doivent-elles se réunir en association politique? En général, les femmes sont peu capables de conception haute et de méditation sérieuse. Voulez-vous que, dans la République française, on les voit venir au barreau, à la tribune, aux assemblées politiques, comme les hommes, abandonnant la retenue, source de toutes les vertus de ce sexe et le soin de famille? Nous croyons qu'une femme ne doit pas sortir de sa famille pour s'immiscer dans les affaires du gouvernement. Le 30 octobre 1793, les clubs féminins sont fermés. Les journées révolutionnaires d'avril-mai 1795 sont déclenchées par une crise de subsistance et débouchent sur des exigences plus politiques comme l'application de la Constitution de 1793. C'est la crainte de ces mouvements très déterminés et politiques, beaucoup plus revendicatifs que ne l'avait été la sans-culotterie féminine, les tricoteuses ou les citoyennes révolutionnaires de l'an 2 qui expliquent la répression violente et la réaction vigoureuse de la Convention. Il s'agissait avant tout de mettre un terme à cette intrusion dans la vie politique. Le texte du cadre prairial, 23 mai 1795, décrète que toutes les femmes se retireront dans leurs domiciles respectifs. Sinon, elles seront dispersées par la force armée et successivement mises en état d'arrestation. Ce mot d'ordre et la mise au pas qui suivit toucha tous les regroupements féminins comme les différentes sociétés créées par les femmes. Tarandier-Nande. Guise de conclusion, on peut emprunter à Christine Le Bozec la formule par laquelle elle résume le combat des femmes durant la Révolution. Une cause peu mobilisatrice, inquiétante et déstabilisatrice. L'auteur dans son temps. Une femme, la destinée peu commune d'un personnage qui s'est créé lui-même en se rebaptisant, qui s'est forgé sa vie, expliquerait à elle seule le temps qu'il faut y consacrer. Mais il y a plus. L'œuvre d'Olympe, de Gouges est indissociable de son existence. C'est elle qui l'inspire, tout comme, en retour, elle met toujours en pratique les principes pour lesquels elle combat. Enfin, les différents épisodes de sa vie illustrent les caractéristiques de la femme au siècle des Lumières et durant les premières années de la Révolution, ou plutôt des femmes dans la mesure où elle a vécu plusieurs vies ou incarné différents statuts féminins de son temps. Naissance en clair-obscur. Marie Gouze est née le 5 mai 1748 à Montauban, enregistrée sur les registres de baptême comme fille légitime de Pierre Gouze-Boucher et de Anne-Olympe Mouisset. Cependant, elle est très certainement la fille naturelle d'un grand écrivain de l'époque, Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, grand adversaire des philosophes et cibles préférés de Voltaire. Ce dévot personnage refusera toujours de reconnaître cette erreur de jeunesse et de venir en aider à son ancienne maîtresse malgré les prières de sa fille. Olympe de Gouges, rebaptisée par ses propres soins, racontera son histoire sous la forme d'une correspondance autobiographique, Mémoire de Madame de Valmont contre l'ingratitude et la cruauté de la Flocourt, qu'elle eut la délicatesse de ne publier qu'en 1788. Une fois le marquis mort, à 16 ans, on lui fait épouser Louis-Yves Aubry, un jeune traiteur dont elle écrit « Un homme que je n'aimais point et qui n'était ni riche ni bien né ».
avec qui elle forme un couple de bourgeois aisés de province. Il a le bon goût de mourir rapidement, peut-être emporté par une crue du Tarn, et elle décide de ne pas chercher un nouveau mariage, ce tombeau de l'amour et de la confiance, comme Hellel nomme dans sa déclaration, et de choisir le statut de veuve, le seul qui, somme toute, laisse à la femme de l'époque une certaine liberté, du moins dans la capitale. Elle s'y installe avec son fils Pierre, né en 1766. Une femme qui s'affranchit, à nous deux, Paris. Elle se donne un nouveau nom en modifiant l'orthographe de son patronyme et en empruntant à sa mère un prénom qu'elle trouve Céleste. Elle s'installe à Paris en compagnie d'un riche entrepreneur de transport militaire, Jacques Biétrix de Rosières-Savec, qui elle se brouillera en 1789. Il mène sans doute aussi une vie galante et l'on aurait du mal à imaginer comment elle aurait pu, à l'époque, malgré son esprit et son éducation, fréquenter les salons sans quelques protecteurs plus ou moins proches. Elle n'a aucune peine d'ailleurs à le reconnaître elle-même sans pudeur inutile ni forfanterie. Des hommes inconsidérés s'aiment partout que j'ai eu des amants. Certes, la marque est neuve et surtout bien essentielle. Faut-il qu'on me force encore d'ajouter qu'étant veuve à 16 ans et devenue ma maîtresse, je fus plus exposée qu'une autre. Elle fut très proche de Louis-Sébastien Mercier, auteur prolifique. Entre autres, du tableau de Paris, sa mie indéfectiblette peut-être son teinturier, comme on disait, faisant la toilette de ses écrits parfois un peu. Elle fréquente aussi le chevalier Michel de Cubières, poète, dramaturge et fondateur de cercles anacréontiques de la caserne dont certains membres créeront, en 1776, la loge maçonnique des Neuf Sœurs, la plus célèbre de l'époque qui recevra les penseurs et les artistes les plus connus, initiant in extremis le grand Voltaire. Il est fort probable, vu ses fréquentations et certains témoignages, qu'Olympe elle-même ait été initiée dans une de ces loges d'adoption, comme on bâtissait le loge féminine créées à l'époque. Elle fréquente aussi le salon de Madame de Montesson ou de Fanny de Beauharnaïs. On y parle théâtre, on y compose aussi des pièces et on les monte volontiers. Olympe entretiendra aussi sa troupe privée, son théâtre de société, qu'elle revendra en 1787. Elle-même, sans tenir officiellement un salon qui put rivaliser avec ceux des aises-protectrices, recevait et professait une admiration sans borne-spour ni nom de l'enclos qui, à l'époque de Louis XIV, inspirait les plus grands artistes. Elle lui consacrera une pièce en 88, Molière chez Ninon ou Le siècle des grands hommes. Le théâtre avant tout, ou comment se faire jouer par les comédiens français? Au XVIIIe siècle, le théâtre constitue le divertissement favori des citadins et il connaît un essor sans précédent. Les représentations se multiplient comme les genres dramatiques. À côté de la tragédie sûre, le modèle classique qui poursuit sa carrière, la comédie est renouvelée et l'on crée un nouveau genre, plus proche des réalités moralisateur, le drame. C'est par le théâtre donc qu'Olympe choisit de se faire connaître. En 1784, après 5 ans de démarche, Beaumarchais obtient finalement de faire représenter le mariage de Figaro. C'est un triomphe. Olympe ne peut que se montrer enthousiaste pour une pièce qui dénonce par la voix de Marcelinelle, sort des femmes, traitées en mineurs pour nos biens, punissène majeure pour nos fautes. Elle entreprend de lui donner une suite, Les Amours, de Chérubin, où elle dénonce l'autorité paternelle et maritale. Beaumarchais, jaloux de ses prérogatives, fait pression sur le théâtre italien pour en faire interdire la représentation. Ce n'est donc qu'en 1786 qu'elle se ruine pour faire imprimer la pièce rebaptisée Le mariage inattendu de Chérubin. À l'époque, pour espérer vivre de sa production, il est capital de faire jouer ces pièces et de connaître le succès. La Comédie Française demeure pour cela le lieu privilégié. Encore convient-il de faire recevoir son texte par les comédiens français très attachés à leurs privilèges. Olympe compose en 1785 Zamore et Mirza qui finit par être approuvé à l'unanimité par le comité de lecture. C'est la première fois que le thème de l'esclavage est abordé au théâtre. Le ton de la pièce, plutôt larmoyant, demeure fidèle au goût de l'époque, mais le dénouement apparaît scandaleux à plus d'un. L'esclave Zamore, qui a tué l'intendant violeur de sa fiancée Mirza, obtient pourtant sa grâce du gouverneur de l'île. Pressée de voir jouer sa pièce, outrée par le manœuvre dilatoire de comédiens français, elle finit par les impatienter au point de se voir menacée très sérieusement d'une lettre de cachet signée pour le roi par le duc de Duras. Il lui faudra attendre le 28 décembre 1749 pour voir enfin sa pièce représentée. Les répétitions sont sans cesse repoussées, les acteurs refusent de se noircir le visage. Sous la pression économique du parti des colons, menaçant de résilier leurs abonnements annuels, la pièce est très vite retirée de l'affiche. La guerre ouverte qui l'oppose aux comédiens français n'est pas près de s'éteindre.
Ayant déménagé pour Saint face au théâtre français pour mieux les surveiller, Olympe a encore toutes les peines du monde à obtenir une lecture de sa nouvelle pièce Molière chez Ninon, dans laquelle elle met en scène la célèbre courtisane, réunissant autour d'elle les grands hommes de son temps avant d'abandonner la vie mondaine, non sans avoir aidé une jeune fille pauvre et que son père ne veut pas reconnaître. Jusqu'en 1749, elle continue à composer et batailler pour faire jouer ses œuvres, et même après, durant la Révolution, elle poursuivra sa carrière d'auteur dramatique. Elle y défend deux idées, célébrant ses grands hommes dans Les Rêveries de Jean-Jacques ou La mort de Jean-Jacques à Ermenonville, 1791, Mirabeau aux Champs-Élysées, 1791, les marquants de l'actualité dans L'entrée de Dumouriez à Bruxelles, 1793, poursuivant son combat pour l'émancipation féminine avec le couvent tous les vœux forcés, 1790, Nécessité du divorce, 1791, ou l'abolition de l'esclavage encore avec le marché des Noirs, 1790. Écrivaine fique et pas toujours jouée, elle se vante plus d'une fois de sa rapidité de composition à une époque où, il est vrai, le théâtre doit répondre vite à l'urgence de l'actualité et à la demande d'un public patriote très friand de ce genre de production. Le combat contre l'esclavage. Le combat pour Zamore et Mirza, rebaptisé lors de sa création L'esclavage des nègres, lui avait donné l'occasion d'écrire un texte accompagnant l'édition de 1788, ses réflexions sur les sommes nègres. Elle y dénonçait courageusement l'esclavage en formules puissantes. L'homme partout est égal. Les Européens, avides de sang et de ce métal que la cupidité a nommé de l'or, ont fait changer la nature dans ces climats heureux. Les vaincus ont été vendus comme des bœufs au marché. Que dis-je ? C'est devenu un commerce dans les 4 parties du monde, un commerce d'hommes. Grand Dieu, et la nature ne frémit pas. Ce n'est qu'après la première rédaction de sa pièce, le 19 février 1788, que fut fondée par Jacques, Pierre Brissot, Étienne Clavière et l'abbé Grégoire, la Société des Amis des Noirs, qui s'était donné pour but l'abolition à terme de l'esclavage. Il faudra cependant attendre 1794 pour que la Convention réponde aux vœux des abolitionnistes, avant que Bonaparte ne rétablisse l'esclavage en 1802. Entre-temps, cependant, l'urgence de la situation sociale et politique éloigne Olympe de la carrière théâtrale et elle s'engage résolument dans les combats de son temps. Le 6 novembre 1788, elle fait publier sur une pleine page dans le journal Général de France, sa lettre au peuple, ou projet d'une caisse patriotique par une citoyenne, où elle propose un impôt volontaire pour lutter contre le déficit en s'en prenant à l'excès de luxe. En décembre, elle poursuit sans ses remarques patriotiques en prônant une assistance sociale pour les plus démunis ou la création de maternités soucieuses de l'hygiène pour lutter contre la mortalité des nouveau-nés et des parturientes. C'est ainsi qu'on appelle les femmes en train d'accoucher. Durant l'année 1789, elle fera afficher ou publier plus d'une douzaine de brochures sur tous les sujets, de la propreté des rues au célibat des prêtres. Après la réunion des États généraux, elle déménage pour Versailles afin de suivre au plus près l'évolution des événements. Elle multiplie réactions, avis et propositions qu'elle fait placarder sur les murs. Elle continuera à inonder les députés, la cour et le public de ses textes, pamphlets divers, pétitions et brochures durant tous les premiers mois de la Révolution. Elle songe un moment à créer un journal, L'Impatient, avant de renoncer devant le coût exorbitant de l'entreprise. Elle fréquente les tribunes des clubs ou de l'Assemblée nationale, les sociétés savantes comme le lycée, devenu le club de la Révolution où, depuis le début des années 1780, on pouvait librement assister aux cours dispensés par des membres des académies des sciences ou des belles lettres. D'autres lieux de rencontre à la mode ont dû la recevoir comme le Café Procope. Elle continue aussi à fréquenter les salons comme celui des Condorcet qui s'installèrent ensuite comme elle à Auteuil. Elle change d'ailleurs une fois d'adresse depuis son arrivée à Paris et jusqu'à sa mort, on lui en attribue une bonne vingtaine. Son souci est de demeurer toujours au plus près de l'action, comme à Versailles, en face du théâtre français ou à Auteuil. Il semble qu'elle ne fait jamais partie des sociétés proprement féminines comme celle de la baronne d'Aelders, même si elle y fait sans doute quelques apparitions. Elle multiplie en revanche les démarches pour que des délégations de femmes participent aux différentes manifestations patriotiques afin de mieux souligner leur statut de citoyenne. Ainsi, le 3 juin 1792, elle assiste comme vestale de la République à la fête de la loi au Champ de Mars. Elle prend aussi la parole pour haranguer les volontaires, partant combattre aux frontières sur une estrade installée place du Carrousel le 22 juillet 1792, après que l'Assemblée ait déclaré la patrie en danger. Après la fuite du roi à Varennes et surtout l'ouverture de son procès, la situation d'Olympe de Gouges devient plus précaire. Si elle condamne la trahison du souverain, elle s'offre à le défendre comme homme au cours de son procès. Ce
que beaucoup interprètent comme une provocation insupportable et le signe de son attachement à la monarchie alors que la République est proclamée. Autre épisode malencontreux, une semaine avant l'exécution de Louis XVI, on joue la pièce qu'elle a spécialement composée pour célébrer l'entrée de Dumouriez à Bruxelles, mais par malheur, un tard, le général déserte, les armées républicaines sont battues sur le Rhin et la Vendée se réveille. Elle se montre surtout de plus en plus critique contre les violences qu'elle a toujours condamnées, en particulier les massacres de septembre. Elle prend donc fait et cause pour ses amis girondins de plus en plus menacés dans son testament politique. Elle multiplie les attaques contre Robespierre, tous les artisans de la terreur. Elle écrit par exemple dans une affiche signée Pauline, anagramme transparente de son prénom, « Tu te dis l'unique auteur de la Révolution, Robespierre, tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras éternellement que l'opprobre et l'exécration. » Elle lui propose même, un peu plus tard, de prendre un bain dans la Seine en sa compagnie, les pieds laissés par de lourds boulets. Ultime provocation et dernier geste véritablement démocratique, elle prépare une nouvelle affiche, les 3 urnes, ou le salut de la patrie, par un voyageur aérien qui la conduira à l'échafaud. Elle y préconise l'organisation d'un scrutin pour que chaque département se prononce sur le mode de gouvernement choisi. Républicain, fédératif, chic. Il s'agissait d'une proposition inacceptable alors qu'on venait de voter l'interdiction, sous peine de mort, de remettre en question le gouvernement républicain. La fin. Elle est arrêtée le jour même et comparée devant le tribunal révolutionnaire. Durant tout le temps de son incarcération, elle continue à tenir une correspondance et même à faire plaçardaire de affiches pour sa défense. Le 16 octobre avait vu l'exécution de Marie-Antoinette, le 8 novembre ce sera celle de Madame Roland. Le 3 novembre 1793, elle monte à son tour sur l'échafaud. Ce que la feuille du salut public lui réserve en guise d'épitaphe le 17 novembre se passe de commentaires sur les motivations de son exécution. Olympe de Gouges voulut être un homme détaté, il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe.